Yacaré, le caïman malade, ne sait plus où il va. Le corps ballonné, incapable de contrôler ses mouvements, il se laisse porter par le fleuve et parfois, pour ne pas s'épuiser, flotte à la surface ou se laisse couler comme une pierre. Certains animaux qui descendent des affluents de l'Amazone passent en amont par des zones contaminées. Le mercure qu'emploient encore les chercheurs d'or pour cristalliser leurs pépites, les déjections industrielles, les déchets d'urbanisation, les herbicides, les pesticides ou les engrais utilisés par les éleveurs parcourent des kilomètres avant que leur pouvoir toxique se réduise. Il suffit ainsi d'un ruisseau souillé dans une jungle lointaine pour que des animaux malades mais encore vivants viennent agoniser très loin de l'endroit où ils se sont empoisonnés. Ainsi, sans doute, Yacaré s'est-il perdu, loin de ses berges habituelles. L'instinct lui ordonne de s'accrocher à la vie coûte que coûte. Yacaré tente alors en vain de vomir les poisons qui embrassent son corps. L'histoire de Yacaré ne s'achève pas ici, dans les pièges végétaux tendus au fond du fleuve. En effet, assommé et presque inconscient, le jeune caïman veut pourtant vivre encore. Tout faire pour survivre. Trouver en soi des réserves d'énergie dont on ignorait l'existence et grâce auxquelles on sentira son cœur battre, une fois de plus. Et puis une autre fois. Comme tous les animaux, Yacaré est programmé au cœur de ses cellules pour ne pas accepter la mort sans combattre, et même si tout semble lui donner la victoire. Sur le corps de Luana, encore humide de toute l'eau du ciel, celui de Xada ressemble à un postiche et se distingue à peine. Poil brun sur poil brun, deux êtres n'en font plus qu'un. Très vite et avant même qu'elle ne soit sevrée, Luana habituera sa fille à grignoter des feuilles. Elle ira jusqu'à lui donner en héritage sa prédilection personnelle pour certains feuillages particuliers. Exemple rare dans le domaine animal d'une transmission du goût, enseignée au bébé en même temps, par exemple, que l'art du toilettage. Tous les paresseux n'aiment pas les mêmes espèces végétales. C'est pourquoi les préférences et les dégoûts se transmettant de génération en génération, ils peuvent coexister sur le même territoire, sans compétition alimentaire. Les hommes ont longtemps pensé que chaque matin, la chorale des singes entonnait un hymne au soleil, une sorte de cantate venue du fond de la forêt. Les choristes furent baptisés singes hurleurs. Les hurleurs, qui font partie de la vaste famille des cébidés, sont les plus grands primates du Nouveau Monde. Un adulte tel que cette femelle pèse de 8 à 9 kilos.
L'animal passe l'essentiel de son temps sur les arbres, au niveau des branches hautes ou intermédiaires. Si chaque jour, à l'unisson, un groupe de singes hurleurs salue le soleil levant, c'est parce que ces cris collectifs auront valeur de borne territoriale. En entendant le chœur des hurleurs, des groupes concurrents sauront que, passé cette frontière sonore, ils ne seront pas les bienvenus. Le singe hurleur consomme volontiers les bourgeons du mandouvia ou de jeunes fruits qu'une coque ne protège pas encore. Les chanteurs se sont tus. Un mâle au pelage noir rejoint la femelle et part à la recherche d'une coque fendue qu'il pourra vider de son contenu. Le hurleur est toujours en alerte et des séances de guet entrecoupent son activité. Rien n'échappe à sa vigilance. Au moindre bruit, au moindre mouvement inhabituel dans la jungle environnante, il se met en position de repli. Et quand l'alerte est vaine, le hurleur reprend sa quête de nourriture. Tokal, le toucan, partage l'habitat des grands singes, mais lui parvient souvent à introduire la pointe de son bec dans la fente du fruit du mandouvia. Après plusieurs tentatives, il finit par en extraire une graine entourée de pulpe. Il mange la seconde et recrache la première. Qu'il avale les graines et les rejette dans ses excréments ou qu'il les laisse tomber de son bec, le toucan participe ainsi à la dissémination des semences. C'est sa manière de contribuer à la perpétuelle renaissance de la forêt. Dans les bosquets du Pantanal, un nandou, aussi appelé Rhéa, s'avance. Ce grand oiseau polygame appartient à la même famille que l'autruche africaine ou l'émeu australien. Il peut mesurer plus d'1,50 m, mais ne pèse que rarement plus de 40 kg. L'oiseau est un mâle. Pendant une dizaine de jours, chaque femelle de son harem a pondu un œuf tous les 2 jours, dans le nid qu'il a creusé en forme de cuvette. Il les a alors chassés pour commencer à couver, tâche que les nandous tiennent pour exclusivement masculine. Quiconque, mâle ou femelle, s'approche du nid, sera dissuadé d'aller plus loin par des menaces proférées d'un mouvement du cou et par un bec prêt à mordre. L'oiseau tente de replacer tous les œufs sous son corps, mais se trouve sans cesse interrompu par des importuns de passage. L'œuf est enfin glissé sous l'aile, mais il faut aussitôt reprendre ses contorsions pour surveiller les ennemis et les curieux. Le nandou qui couve est un véritable vigile. Et ce n'est que lorsque tout sera rentré dans l'ordre qu'il s'offrira le temps de répit nécessaire à la toilette de son plumage, si précieux que l'espèce, décimée, est aujourd'hui considérée comme menacée.
temps, des rôdeux se penchent sur le nid et semblent vérifier l'état des œufs qu'ils y ont déposés. Pendant l'expertise, le mâle poursuit sa toilette et glisse à la racine des plumes, en guise de protection contre les parasites, une couche de poussière et de sable. Enfin, il revient à ses œufs, en vérifie le nombre et reprend la couvaison. Il faudra 6 semaines pour qu'éclosent les petits. Leur père les élèvera seul, avec une tendresse infinie et une vigilance de précepteur. Sur le territoire de Zuko, le jaguar, les arbres géants jettent leurs racines au plus creux des cuvettes d'où l'eau se retire peu à peu. Les jaguars sont des animaux solitaires, et il est rare que des adultes se regroupent en colonies stables. Il n'y a pas d'animosité particulière entre congénères, mais la présence d'autrui n'est guère recherchée. Pourtant, depuis presque 2 mois, Zuko n'est plus seul. Kaloa, une femelle, s'est installée sur ses terres. Zuko redoute Kaloa, car plus âgée que lui, elle est un animal dominant. Kaloa vient de tuer un volatile dont elle arrache quelques plumes avant d'en entamer la chair. Tandis que la chasseresse prépare son repas, Zuko trompe le temps et sa faim en faisant sa toilette. Sa toilette achevée, Zuko se dirige vers l'eau. Le ruisseau est en réalité l'élément central autour duquel le jaguar étend son territoire. La journée de Zuko est ponctuée par l'alternance du bain, de la chasse et du repos. La rivière ou le fleuve pourvoit à plusieurs de ses besoins. La faim, car on y trouve du poisson. Le confort, parce que les insectes ne peuvent mordre la peau immergée. La fraîcheur et la soif. Zuko profite autant qu'il le peut des bienfaits du bain. L'eau dans laquelle il marche se trouble vite, car la pluie qui délave les berges y entraîne les éléments nutritifs de la terre. Un cycle se referme. Les hautes eaux des temps d'inondation déposent sur le sol de la forêt des limons fertiles qui sont ensuite dissous par les pluies et restitués au fleuve. La forêt réutilise sans fin ce qui lui est donné et fonctionne en circuit fermé. Kaloa, son repas terminé, a rejoint son compagnon.
Celui-ci, par jeu plus que par conviction, entreprend de donner à leur relation un tour plus sexuel. Assez peu convaincu, Kaloa le considère avec condescendance. Arrivant par derrière, c'est à présent Kaloa qui, rituellement, propose au jeune mâle une étreinte, laquelle lui est refusée. Chacun sort de l'eau, puis y retourne, selon que l'autre y est ou pas. On marque sa mauvaise humeur en déroutant son partenaire, en se faisant attendre là où on ne restera pas. Le marivaudage cesse quand commence le jeu. Le vrai jeu, celui qui se pratique comme une lutte, dans laquelle chacun jouit de ses forces en éprouvant celle de l'autre. L'eau devient comme un troisième joueur. Elle résiste, esquive les coups, prend à la gorge et vient parfois à la rescousse de l'adversaire. L'épreuve est spontanément suspendue lorsque les postures provoquent une tentation sexuelle. Les participants semblent alors hésiter jusqu'à ce que le goût du jeu reprenne ses droits. Zuko prend l'avantage, retourne Kaloa sur le dos et la maintient bloquée. Kaloa dominante ne peut accepter pareille situation, elle se débat et reprend l'avantage. Le jeu tourne mal, les animaux s'énervent. Chacun reprend enfin sa place dans la hiérarchie. Zuko se soumet et s'éloigne seul au fil de l'eau, tandis que Kaloa remonte sur la berge. Xiao le tapir s'est éloigné du petit groupe familial auquel il était encore attaché. Il a quitté Danta et Witsimi pour vivre désormais en jeune adulte indépendant. Le tapir est solitaire par nature, mais c'est un grand pas que va franchir Xiao aujourd'hui, en traversant tout un fleuve, dans l'espoir de découvrir, ailleurs, de nouveaux horizons. Comme tous ses congénères, et malgré ses 300 kilos, Xiao est un excellent nageur. Il peut filer à la surface d'un fleuve, mais aussi marcher sur le fond, comme les hippopotames d'Afrique dont le mode de vie est assez proche du sien.
Parvenu au terme de sa traversée, Xiao escalade d'un pied sûr une berge inconnue. Un monde nouveau s'offre à sa curiosité. Tui Uyu, le jabiru, collecte de petites branches pour renforcer l'édifice de son nid. Au sommet de l'arbre, une femelle l'attend désormais. Un jour, elle s'est posée au creux de la grande cuvette encore en construction, signifiant de la sorte à Tui Uyu qu'elle le prenait pour compagnon. Depuis, Tui Uyu, qui sait que ses mérites de bâtisseur ont joué en sa faveur, ne cesse de consolider et d'améliorer le nid. La branche s'adapte d'emblée à l'emplacement auquel le jabiru l'avait destinée. S'il n'en était pas ainsi, il la reprendrait dans son bec pour aller la reposer à l'endroit exact où il l'a prise. Le nid est achevé où naîtront les enfants de Tui Uyu. La première partie de la tâche est ainsi accomplie. Les deux oiseaux se préparent à présent à célébrer leur union dans l'intimité et la gloire. Ils s'uniront en couvrant de leurs 3 mètres d'envergure la grande plaine étalée sous leurs ailes. La parade amoureuse commence, faite de frôlements et de caquettements alternés. Chorégraphie blanche et noire, accompagnée par l'orchestre bruissant de la plaine éveillée. Beauté répétée depuis des millions d'années. Spectacle pour l'éternité, si les dieux le veulent. Le fleuve semble inondé de lumière. Pourtant, cette image est trompeuse. L'Amazone charrie tant d'alluvions qu'aucune clarté ne parvient au fond de son lit. La photosynthèse ne peut donc pas se produire. Nulle plante ne pousse sur le plancher du fleuve. Dans le scintillement du plancton fluvial, un poisson court vers le destin ordinaire des créatures bonnes à dévorer. Bora est une dauphine affamée. Un dauphin rose comme elle doit consommer chaque jour un minimum de 10 kilos de poisson. Presque aveugle, car une bonne vision ne lui serait d'aucune utilité dans un univers si sombre, Bora repère ses proies par écholocation. Des ondes sonores sont émises dont l'écho se répercute sur les obstacles. Comme le fait un sonar, le cerveau peut alors reconstituer une sorte de carte sonore du paysage environnant.
On ignore encore par quel organe sont émis les sons qui permettent à Bora de repérer par exemple ce piranha. On sait seulement que le rostre du dauphin, ainsi que son melon, c'est-à-dire la protubérance graisseuse située sur sa tête, joue un rôle important dans le dispositif. Légèrement estourbi, décontenancé, le piranha ne devra son salut de justesse qu'à la lassitude de la dauphine rassasiée. Le rescapé rejoindra bientôt le banc auquel il appartient. L'agressivité des piranhas est moins grande qu'on ne le croit envers les mammifères qui s'aventurent dans le fleuve, mais supérieure à ce que l'on suppose envers les autres poissons qui constituent l'essentiel de leur alimentation. Un poisson-chat affaibli semble d'abord laisser la meute indifférente. Mais chez les piranhas, il suffit qu'un individu sente la chair déchirée du poisson malade pour que se déclenche une hystérie collective qui tourne à la curée. Les piranhas n'inquiètent guère Bora, qui remonte respirer à la surface, comme elle le fait en moyenne 2 fois par minute, avant de replonger. Le dauphin rose de l'Amazone se comporte de manière moins exubérante que son cousin océanique, car ses nageoires dorsales et caudales sortent à peine de l'eau au moment où il plonge. Bora retrouve déjà son appétit. Hélas pour lui, le piranha rescapé nage à proximité. Le piranha qui se croyait sauvé finit tristement dans l'estomac d'une dauphine. La magnanimité n'existe que dans l'esprit des hommes. De même, l'idée que la forêt est un enfer vert excite la seule imagination des hommes. Pour les animaux, il existe des matins où elle est au contraire douce et tendre, comme une mer. Des matins tièdes, sans enjeu, ni tension. En général, une femelle jaguar met bas une portée d'1 à 4 petits. Voici quelques semaines qu'Aloha a donné naissance à 2 bébés, Balam et Kim. Balam est le plus intrépide, le plus avide de découvrir des menus secrets des plantes et des arbres. Mais une feuille ou une écorce n'ont pas toujours suffi à son bonheur. Avant de mettre au monde Balam et son frère,
Kaloa a creusé une tanière dans un amas de feuillage. C'est là qu'ils sont nés et ont passé leurs premiers jours, les yeux clos, jusqu'à la fin de la 2e semaine. Puis Kaloa, débarrassé de son compagnon Zuko depuis la fécondation, les laissa seuls régulièrement pendant les heures qui lui étaient nécessaires à chasser pour reprendre ses forces. C'est alors que Balaam, qui profitait de ses absences pour s'éloigner, se révéla fugueur et aventureux. Les absences de leur mère mettent toujours de jeunes jaguars en péril, mais la femelle n'a guère le choix, elle qui les élève sans aucune aide du mâle. Non, la forêt n'est pas un enfer vert pour un jaguar qui découvre la vie. Non, la forêt n'est ni sombre, ni hostile, ni cruelle, quand une mère et un frère sont là, tout près, dans la lumière qui danse. Balaam apprendra à grimper aux arbres sur lesquels parfois se réfugie la proie qu'il faut tuer pour survivre. Mais il sait déjà, par instinct, retrouver sur leur écorce les marques de griffes qu'un autre jaguar a laissées. Et il découvrira comment reconstituer, en reniflant les odeurs d'urine superposées, la mosaïque de territoire qui recouvre la forêt. À l'époque où naissaient la plupart des espèces qui peuplent la forêt, d'autres existaient déjà depuis longtemps. La blatte, par exemple, appartient à l'un des ordres d'insectes les plus anciens. Elle vivait déjà il y a 200 ou 250 millions d'années, bien avant que l'homme ou les dinosaures aient apparu. De forme plate, la blatte se glisse aisément sous les feuilles mortes ou dans la moindre fissure du sol. Bien à l'abri, elle se nourrit notamment de déchets organiques car elle peut digérer les matières végétales. C'est alors que l'appétit fait sortir de son terrier une mygale rouge. La chasseresse est une véritable machine sensitive. Elle dispose de 4 paires d'yeux et de toute une batterie d'organes qui l'aident à analyser les vibrations du sol et de l'air. La blatte dispose quant à elle d'appendices situés au bout de l'abdomen qui lui permettent de capter le moindre souffle ou la moindre trépidation venue de l'arrière. Ces appendices sont appelés les cerques. Malgré ses antennes à l'avant et ses cerques à l'arrière, la blatte semble ne pas comprendre que l'objet inanimé auquel elle s'intéresse n'est pas un végétal,
mais un prédateur. Quand un mouvement de l'amygale la rendra lucide, il sera déjà trop tard. Le combat s'engage pourtant mollement, mais la phase durant laquelle les adversaires s'évaluent mutuellement ne durera pas. Un instant, la blatte semble avoir pris le dessus. Cependant, en se retournant, l'amygale lui enfonce ses crocs dans le corps. À partir de cet instant où le poison s'instille, la partie est définitivement perdue pour la blatte. Quelques secondes auront suffi pour que la blatte, encore accrochée sous la bouche de son ennemi, cesse de vivre. L'amygale transporte sa proie vers sa tanière. Elle ignore que derrière les feuillages se dissimule une de ses congénères, prête à la délester d'un fardeau si pesant. La blatte est prestement passée d'un consommateur à un autre. L'amygale commence sa ronde funèbre. Il s'agit en réalité de stimuler les filières abdominales qui produisent le fil de soie dans lequel, éventuellement, la proie sera enveloppée. Peignée par des appendices situés à la sortie des filières, la soie est produite en plusieurs fils que l'amygale, animal archaïque, ne sait pas tisser pour en faire une toile. Déjà, l'amygale injecte dans le corps de la blatte des enzymes qui réduisent les chairs en bouillie. Ensuite, elle n'aura plus qu'à aspirer le liquide et à rejeter une enveloppe vide. Souvent, la forêt paraît inhabitée, mais il suffit que surgisse un coati en quête d'aventure pour que l'illusion s'efface. La queue dressée verticalement comme une flamme qui danse, le petit animal arboricole pourrait se croire seul, mais il ira de rencontre en rencontre. Si les femelles coatis forment avec leurs petits des groupes très structurés, les jeunes mâles sont vite exclus et deviennent ce que les Indiens Guarani appellent des coati mundi, c'est-à-dire des solitaires. Ces derniers ne fréquentent guère leurs congénères, mais se plaisent à se confronter à d'autres animaux des cimes. Dans ce coin de forêt qu'explore le coati, un singe laineux a décidé de mettre un peu d'animation. Un jeu sera vite organisé grâce à une branche servant de balancier.
Lassé d'organiser l'amusement des autres, le singe laineux pense enfin à son propre plaisir. Il improvise une cascade. Comme pour accroître le plaisir du joueur, la nature a voulu que la queue des singes de la forêt soit préhensile, contrairement à celle des singes de l'ancien monde. Les animaux arboricoles d'Amazonie peuvent l'utiliser comme une main et empoigner les branches en gardant leurs 4 membres disponibles pour d'autres tâches. C'est ainsi que la vie, par le phénomène de l'adaptation, trouve toujours une réponse aux défis de l'environnement. Les singes et le coati ne sont pas les seuls à avoir bénéficié d'une parfaite adaptation aux conditions de la vie arboricole. Les aras, en particulier, ont été, eux aussi, dotés d'un organe préhensile supplémentaire, un bec puissant, qui leur sert aussi bien à s'accrocher aux branches ou à se cramponner à l'écorce, autant qu'à briser les graines et les noix dont ils se nourrissent. Reconnaissables à leur éclatante couleur azurée, 2 aras hyacinthes préparent leur nid au creux d'un arbre mort. De temps à autre, le couple interrompt son activité, le temps de se livrer à l'unisson à un récital de chant. Les aras consacrent une grande partie de leur temps à des rituels amoureux. Un couple est généralement composé de 2 oiseaux qui resteront ensemble toute leur vie et se renouvelleront sans cesse les marques de leur affection par des caresses et par des mordillements du bec qui ressemblent souvent à des baisers. Les aras hyacinthes, comme les autres aras, sont strictement monogames. Les activités essentielles de l'existence, comme la préparation du nid, sont toujours accomplies à 2, et c'est un couple uni qui accueillera la naissance de 2 à 3 bébés, lesquels seront en mesure de prendre leur indépendance au bout de 4 mois. C'est aussi en couple que les aras traversent les épreuves, grandes ou petites, de l'existence, opposant par exemple un front commun à des usurpateurs venus voler leur nid. Tout est rentré dans l'ordre, le nid est définitivement adopté. Pour les aras, amants, touchants et fidèles, il sera plus qu'un abri, un foyer. La forêt tout entière constitue, elle, le foyer du jaguar, qui naquit pour y régner. Mais il n'est de roi qui ne fut jeune un jour. Balaam montre des signes de fatigue. Mais pour Kim, le temps est à jouer. L'humeur est au bonheur.
Un jour prochain, Kim et Balaam seront chassés et tués, comme le font leurs aînés. Déjà, leur mère leur ramène parfois, pour les habituer à l'odeur du sang et au goût de la chair, des oiseaux ou de gros insectes. Bientôt, ils joueront avec des tortues ou des serpents et découvriront que ces jouets se cassent et peuvent se manger. Ce jour-là, ils seront sevrés. Balaam, futur roi, prédateur des prédateurs, s'endort doucement, sous les caresses de son frère. Et Kim, qui voudrait bien demeurer éveillé, devra y renoncer, se noyer lui aussi, dans un sommeil épais et dense, comme une forêt.